Alors, bonjour à tous. Merci à tous d'être là pour cette dernière demi-journée du Digital Sportem. Je me présente, je suis Hubert Mouniazi-Cuillet, je suis le fondateur et le rédacteur en chef du site sportsmarketing.fr. Et aujourd'hui, je serai le modérateur de quel impact dans l'industrie du sport. Avant de commencer, je vais laisser les intervenants de cette table ronde se présenter l'un après l'autre. Donc, la parole, je commence par Marc, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis Marc Desenfants, je suis le directeur d'Actito France. Actito est un logiciel d'activation digitale qui est notamment utilisé par l'AS Saint-Étienne. Donc, je vais passer la parole à Brice. Bonjour à tous, donc Brice Mazno, je suis en charge du CRM à l'AS Saint-Étienne. Effectivement, pour gérer notre activité CRM au club, on utilise l'outil Actito chez nous. Voilà, Donc il reste plus que moi, c'est ça? c'est ça. Bonjour à tous, Christophe Charmoy. Déjà merci de l'invitation à l'équipe Sportem. Je suis le directeur digital de la LFP, donc j'ai en charge un scope assez large, mais on va dire que pour résumer, je veille à la bonne exécution de notre stratégie digitale et data. Et dans mon périmètre, il y a des choses très variées comme la création de contenu, les réseaux sociaux, l'exploitation des plateformes web et applications mobiles, le CRM, donc beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui, je pense. Ok, merci à tous. Du coup, avant de commencer, c'est un peu compliqué de ne pas parler de la crise sanitaire que nous vivons tous depuis plusieurs mois. Moi, ma première question, c'était de savoir quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur vos métiers, différentes entités. Comment avez-vous réussi à vous adapter à cette situation? Et est-ce que vous avez identifié des nouveaux comportements, des nouveaux usages de vos communautés durant cette période? Et au final, qu'est-ce qui a changé pour vous durant la crise sanitaire? Marc? Oui, alors effectivement, c'est un contexte qui affecte tous nos clients, mais en particulier le domaine du sport. Donc, je voudrais exprimer ici toute notre solidarité avec tous ces acteurs qui ont été fortement impactés dans leur activité. Et c'est vrai que tout le monde traverse des moments difficiles dans ces cas-là. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que les clients utilisent évidemment beaucoup plus les outils de la relation digitale et du CRM pour garder le contact avec des fans qu'ils ne peuvent plus voir en direct. Donc, on est plutôt très sollicité et on essaye d'accompagner ceux qui n'étaient pas équipés en leur proposant des dispositifs d'aide au démarrage parce qu'il faut effectivement aller très vite sur le démarrage. Donc, on a des équipes qui sont là pour aider très vite à mettre en place les premiers dispositifs et s'il faut en décalant la facturation pour tenir compte des difficultés financières des différentes entreprises avec lesquelles on travaille. Ce qui est sûr, c'est que le fan est toujours là. Le fan a besoin d'être mis en relation régulièrement avec l'équipe ou l'association dont il est fan. Et pour ça, il y a le canal numéro un qui est le CRM qui va lui permettre de recevoir de l'information, des vidéos et un maximum de news qui vont réchauffer une relation qui autrement peut se déliter assez vite. Mais là-dessus, j'imagine que Saint-Étienne, notamment avec le tournoi de e-sport que vous avez initié, vous avez plein d'illustrations concrètes sur comment vous avez maintenu ce contact avec vos fans. Ouais, nous, c'est vrai que de notre côté, on a essayé de maintenir le lien avec les supporters. C'est ça qui est le plus compliqué puisqu'ils peuvent plus venir au stade. Et donc, oui, on a sans doute déployé un petit peu plus de communication en direct avec eux, leur proposer du contenu aussi qu'on faisait peut-être pas forcément avant pour garder ce lien et essayer d'être le plus proche d'eux, de les impliquer dans des nouvelles activations. Tu parlais du tournoi e-sport, on reviendra peut-être dessus dans la suite de cette table ronde, mais c'est vrai que ça fait partie des activations qu'on a essayé de mener pour garder ce lien et leur proposer des choses un peu différentes de ce qu'on pouvait faire habituellement. Et puis, euh, et puis, effectivement, les réseaux sociaux, le SMS, le canal email et aussi notre application mobile, et forcément, c'est des choses
qu'on avait mis en place avant la crise et qui aujourd'hui portent leurs fruits puisque ça nous permet de garder ce lien avec les supporters. Et du coup, pour toi, Christophe, au niveau de la LFP, Brice a répondu partiellement d'un point de vue ASSE, mais du point de vue de la LFP, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour vous, on va dire, d'un point de vue relation avec les communautés de fans de la Ligue 1 et de la Ligue 2? Je rejoins effectivement Marc et Brice sur le point, ça a surligné l'importance du digital dans le maintien d'une relation continue avec les fans. Ce qui est très paradoxal, c'est vrai, c'est que à la fois c'est une énorme opportunité puisque pendant le premier confinement, tous les gens étaient confinés, donc très connectés. Mais paradoxalement, les matchs se sont arrêtés, donc il a fallu faire preuve d'inventivité, parfois un peu de répétition, puisque nous, effectivement, on essayait de surfer sur un peu l'e-sport, nos archives. C'était le moment où on pouvait envoyer un maximum de quiz, de jeux concours, enfin tout ce qui est contenu froid, en fait, qui a permis de maintenir une relation. Donc, on a fait ce qu'on pouvait pour essayer de maintenir les communautés engagées, mais ça a été un moment difficile quand même pour la Ligue et pour les clubs. Ok. Merci à vous trois pour vos réponses. Du coup, on va essayer de mettre la crise sanitaire de côté pour un instant, même si elle reste dans nos têtes chaque minute, chaque seconde. J'ai une question pour Marc et pour Brice. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à concevoir des activations qui arrivent à regrouper et à toucher les différents piliers de vos activités? Pour toi, Brice, comme tu es dans un club de foot, forcément, la SSE, c'est certes un club de football, mais il y a aussi d'autres activités autour de ça. Il y a un musée, je crois, au sein du club. Il y a d'autres activités, etc. Comment est-ce que dans tes activations digitales, tu arrives à intégrer tout ça dans la réflexion et dans la conception et la production des différents éléments? Ouais, ça va être tout l'enjeu du CRM, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux besoins et aux envies de tout type de supporters. Parce que ouais, la particularité d'un club de foot, c'est qu'on n'a pas seulement une équipe sur un terrain, on a beaucoup d'activités, on est créateur d'événements par rapport à notre stade. On a une boutique, on a un musée, on a même un hôtel-restaurant, donc on a pas mal d'activités. Et le CRM va nous permettre justement de pouvoir personnaliser le contact avec nos supporters et de leur proposer des choses différentes en fonction de leur envie, de leurs besoins et de leur comportement qu'ils peuvent avoir avec le club. On va pouvoir segmenter et cibler les bonnes personnes pour pouvoir leur apporter du contenu et des offres qu'ils attendent par rapport à tous les métiers finalement qu'on a au sein du club. Ouais, et je dirais qu'en complément, il est très important de ne pas oublier que un club, une association a très souvent plusieurs types de clients et notamment des clients, les premiers clients évidents sont les fans, les supporters bien sûr, mais il ne faut pas oublier les clients entreprises, le côté sponsor, le côté partenaire, qui ne doivent pas être oubliés et surtout pas pendant ces périodes difficiles parce que ce sont des gens qui, le moment venu, vont revenir et il faut maintenir le lien avec eux. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas accueillir en loge qu'on ne doit pas continuer à évoquer, comme l'a dit Brief, par des archives ou autres, ce que les grands événements qui ont eu lieu et ce que les partenaires entreprises ont à gagner, à garder ce lien avec les fans et à leur proposer d'autres façons d'exposer leur marque auprès des fans et des supporters. Donc, il y a l'exposition en stade, mais du coup, via les actifs digitaux et via toutes les actualités que les clubs peuvent diffuser auprès de leur base, ne pas oublier d'y associer les sponsors et les partenaires qui vont apprécier le fait de continuer à être mis en avant auprès de leur base. Donc, dans les activités digitales et par rapport aux différents piliers de ce qui fait la vie d'un club, ne jamais laisser de côté cette activité B2B
qui parfois est un petit peu laissé côté commercial. Il y a le marketing et le CRM ont un rôle très important aussi à jouer vis-à-vis de ces communautés-là. Complètement en phase. Ok, merci pour vos partages et votre jus de cerveau, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Autre question que j'avais pour vous trois, du coup. Aujourd'hui, alors je pars d'une notion qui est assez théorique. On dit que les consommateurs sont dans une logique anytime, anywhere, any device, le fameux ATAWAD, comme on dit. Comment est-ce que cela a impacté la création, la conception de vos activations digitales? Peut-être Christophe, si tu peux démarrer, donner ton point de vue à l'AFP là-dessus. Oui, alors nous, de mon ancienne, moi j'ai une ancienne vie en agence de communication digitale où on utilisait beaucoup cette expression. Si on essaie de le rapporter, nous, à notre quotidien LFP, on essaye plutôt de se positionner sur le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, sur la bonne plateforme ou sur le bon device. On est plus sur la bonne plateforme. On s'est rendu compte qu'on créait beaucoup de contenu, que l'objectif, c'était pas de créer le contenu et de le répliquer sur chaque plateforme. Il faut que chaque plateforme ait un rôle spécifique dans notre communication digitale. Donc, on a deux façons de voir les choses. La première, c'est d'essayer de différencier ce qui est du contenu premium et du contenu un petit peu libre d'accès. Et je pense que ça doit être la même réflexion pour un club dans sa logique data et CRM. C'est effectivement de réserver un contenu premium à des fans qui, soit c'est un freemium gratuit, soit dans le cadre de certains clubs, on commence à assister à un freemium payant ou un programme de fidélité. Donc déjà, c'est de bien dissocier ces deux types de contenus et d'exposer le libre d'accès sur des plateformes qui font beaucoup de reach comme les réseaux sociaux et garder le contenu premium pour pouvoir récolter de la data, enfin pouvoir collecter de la data. Et après, le deuxième point, effectivement, c'est plus sur cette partie réseaux sociaux où là, on peut vite s'y perdre. Donc, c'est d'essayer de bien respecter le rôle de chaque plateforme. Twitter, on l'utilise à 80% pour le live. Instagram, on est sur tout ce qui va être effectivement illustration, photo, un peu de live aussi et la partie story. Facebook sur les contenus longs. On utilise toujours notre canal YouTube pour les highlights de match. Donc, c'est vraiment d'identifier chaque plateforme pour un type de contenu, une temporalité qui est très spécifique sur ces plateformes et évidemment des audiences aussi qui sont différentes puisqu'en fonction des plateformes, une plateforme comme Facebook, c'est une audience qui a plutôt vieilli, alors que des plateformes plus récentes comme Twitch ou comme TikTok, c'est des audiences qui sont beaucoup plus jeunes. Ouais, ben, je rajouterais que nous, en tant que club, comme tu l'as dit, Christophe, par exemple, on a lancé une chaîne OTT au sein du club, donc c'est dans cette démarche aussi de proposer du contenu premium, et d'autant plus dans même si on oublie cette période de crise sanitaire, mais ça fait partie de toute cette stratégie, et on s'en rend compte aujourd'hui, c'est que ce contenu premium, il a vraiment il est vraiment de qualité par rapport à ce que recherchent nos supporters, et on leur propose ça via cette nouvelle plateforme. Au-delà aussi des réseaux sociaux, c'est vrai que nous aussi on cherche à diversifier on va dire notre marketing direct. Voilà, on a une application, on utilise le SMS, on utilise le mail, le push. Voilà, on essaie de pousser nos différents contenus aussi via ces canaux-là. Et comme tu l'as dit, il faut forcément, quand on écrit un SMS ou quand on fait un email, on n'a pas le même contenu, pas le même message, pas forcément au même moment aussi. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là qui sont importants à prendre en compte, d'autant plus en ce moment où on se doit d'être hyper quali sur le contact qu'on a avec nos supporters. C'est clair. Ouais, je compléterais ce que disaient Christophe et Brice en disant que aujourd'hui, on est passé d'un monde mobile first à quasiment mobile only. C'est-à-dire que les usages mobiles ont pris complètement le pas sur les consultations sur laptop ou ordi. Même à domicile, on voit que 40% des gens n'utilisent que le mobile pour accéder à des contenus digitaux. Donc, clairement, tous les contenus doivent être pensés au format mobile, first.
Pour des plateformes d'activation comme Actito, bah, c'est l'obligation de proposer l'ensemble des canaux qui vont être accessibles depuis un mobile, ce que Brice a indiqué. Il ne faut pas oublier que sur le mobile, l'email reste prépondérant parce que la consultation des emails est extrêmement aisée depuis les clients mail mobile. Donc, c'est un canal très important, y compris sur mobile. Mais il faut évidemment le compléter avec le push, avec le SMS, et puis regarder aussi du côté des wallets, puisque aujourd'hui, les usages des mobile wallets est en train d'exploser. Et ça donne des possibilités très intéressantes au club, notamment en termes d'activation pendant les événements, avant le démarrage des matchs, pendant les mi-temps, juste après le match, pour activer leurs fans qui sont sur place via des offres accessibles directement depuis leur wallet mobile. Ok, effectivement, c'est intéressant le point de vue le point sur les wallets mobiles. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Un club peut être très intéressant dans les mois, semaines, années à venir, parce que ça ouvre des opportunités de conversion et d'actes d'achat plus importantes qu'auparavant. Alors moi, j'avais une question. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, et par rapport à ça, pour compléter, on essaye aussi de digitaliser Pas très poli, Brice, de couper la parole aux gens. Je suis désolé. Non, on essaye de digitaliser, comme on parlait du wallet, effectivement, on a une carte de membre. Forcément, bah, ça va dans ce sens-là. Il faut qu'on digitalise cette carte. On a des cartes d'abonnés, on a des tickets aussi pour aller au stade, et on est dans cette démarche de dématérialisation. Et ça va passer bah, forcément par de l'activation digitale via ces petits canaux qui sont intéressants à travailler, qui sans doute seront utilisés par l'ensemble des acteurs du sport à l'avenir. En effet. Alors, ma question que je voulais poser avant que Brice ne me coupe lâchement la parole, c'était une question pour Christophe. Désolé, Marc et Brice. Moi, j'ai une question par rapport à la LFP. Comment est-ce que vous utilisez le digital et ses canaux dans leur globalité? Est-ce que vous avez une approche spécifique par pays, par géographie? Est-ce que vous allez exploiter des réseaux sociaux ou des plateformes digitales qu'on n'a pas, par exemple, en France, pour aller toucher une cible, par exemple, en Chine, au Japon, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs? Est-ce que vous commencez à exploiter ça? Vous en êtes où? En fait, on a deux axes, deux pans de stratégie bien différents sur le traitement de nos audiences. On différencie le domestique et l'international, évidemment. Le domestique où le reach, la visibilité de la Ligue 1, enfin la connaissance ou la notoriété de la Ligue 1, ça reste la première compétition suivie par les Français. Donc là, on a plutôt une logique d'essayer de continuer à croître et à faire de l'engagement. Mais les objectifs qu'on s'est fixés, c'est véritablement d'essayer de capter et comprendre les nouveaux usages. Je vais vous donner un exemple très précis. On est sur TikTok depuis une petite année et demie maintenant. De prétendre qu'on a compris tous les codes de cette plateforme et où elle va aller, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, il y a quand même toute une logique d'apprentissage sur ces plateformes pour essayer de voir maintenant comment les populations les plus jeunes consomment du contenu digital et surtout comment elles consomment du football et de la Ligue 1. Donc, ça, c'est un enjeu qui est déterminant et très important dans notre strate en France. Au-delà de capter une audience plus jeune, c'est savoir comment ils consomment du contenu et comment nous, on positionne une grille de contenu en face de ça. Et après, tu l'as dit, l'international, évidemment, c'est très important. On se cache pas, on n'essaye pas de se voir plus gros que l'on est, mais on sait qu'on est challenger à l'international, qu'il y a des ligues majeures qui ont pris une avance importante dans leur reach à l'international. Donc, on a une stratégie qui est très sharp, qui est
qui a fait ses preuves dans les 2-3 dernières années quand on a commencé à accélérer sur le digital et sur l'international. La première, effectivement, c'est de profiter du reach des plateformes globales. Donc ça, on n'a rien inventé, mais effectivement, quand tu utilises Facebook, Twitter, Instagram, c'est des plateformes qui sont accessibles dans plein de pays. Donc nous, ce qu'il faut faire en face, c'est d'identifier les audiences, qu'est-ce qu'ils veulent comme contenu, localiser le contenu dans des langues pertinentes pour nous. Donc aujourd'hui, on a 5 ou 6 langues différentes, je crois, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le chinois, l'arabe. De localiser le contenu, mais aussi de le customiser. Effectivement, on va essayer de faire attention dans certains territoires. Si on sait qu'on a des joueurs spécifiques, on va créer du contenu autour de ces joueurs. Et le deuxième point qui est aussi très important, je pense en digital, c'est il y a beaucoup de pure players digitaux, type 4-3-3, BR Football. C'est des plateformes qui se sont développées globalement, donc ont un reach mondial, avec enfin, en se développant sur la thématique foot. Donc aujourd'hui, c'est des plateformes qui sont extrêmement consommées sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est à nous d'aller les chercher, de leur proposer du contenu, de leur proposer un match où ils peuvent se déplacer avec nous pour pouvoir accroître la visibilité de la Ligue 1 à l'international. Voilà, donc en long story short, c'est une partie réseaux sociaux, une partie partenariat. Et la clé, c'est d'avoir du contenu qui est localisé. Ok, merci, très clair. Du coup, cette fois-ci, question pour toi, Brice, et pour toi, Christophe. Comment est-ce que entre la LFP et un club comme l'AS Saint-Etienne, vous arrivez à créer, à gérer une relation pour que le digital dans vos activations, vous arrivez à créer des activations digitales qui soient gagnant-gagnant pour les deux parties? Je peux commencer si tu veux, Brice. Vas-y, Sur, pardon? Vas-y, vas-y. Non, En fait, je commençais à dire, est-ce qu'un interlocuteur comme Brice va être à une initiative d'activation, va te les soumettre à la LFP, et puis toi, tu vas donner ton aval, ta validation inputée avec différents éléments d'un point de vue LFP, ou est-ce que c'est toi qui vas venir nourrir la réflexion d'un club avec un point de vue LFP, avec une idée, etc. non, non, de manière générale, les clubs sont très, très autonomes dans leur communication digitale. Donc, nous, il y a pas de, comment dire, il y a pas de guidelines pour communiquer. Ils connaissent bien mieux leurs audiences que nous. Chaque audience, chaque fanbase a sa spécificité. Chaque club a aussi sa spécificité en termes de communication de staff, avec évidemment des niveaux de maturité qui sont différents. Donc, la Saint-Etienne, c'est un exemple particulier puisque eux, ils font partie des clubs avancés sur la partie contenu ou sur la partie data CRM, mais il y a des clubs qui sont soit moins bien équipés, soit moins bien avancés. Mais de manière générale, ce qui va plutôt se passer, c'est que dans l'année, on va activer des opérations spéciales d'envergure qui peuvent concerner les clubs. Donc, je vais donner 2 exemples. Le premier, on a monté un module de gamification en interne qui s'appelle le 11 type, où chaque journée après journée, on va sélectionner les meilleurs joueurs par poste et on va demander aux fans de voter. Donc dans cette démarche, si l'AS Saint-Étienne a 3 ou 4 joueurs qui sont notamment dans l'équipe type, on va leur fournir de la créa pour qu'eux puissent poster et faire la promotion de notre 11 type pour que les fans de Saint-Étienne puissent aller voter pour les joueurs de Saint-Étienne évidemment. On fait la même chose sur des 11 types plus événementiels où en fin d'année, on vote pour l'équipe type de la saison. Et on a aussi une deuxième opération d'envergure et celle-là, c'est peut-être la plus attendue par les fans de foot en France. C'est le reveal du calendrier qui intervient à peu près mi-juin, où là, effectivement, donc on reveal le calendrier de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc les hardcore fans vont noter que le déplacement à Lyon, c'est ce mois-ci. Le match à la maison contre Lyon, le derby, c'est ce mois-ci. Donc généralement, on barre ce week-end dans le calendrier puisqu'on n'a pas envie de se faire embêter. Et là, effectivement, de la même façon, on prépare une opération de reveal qui se fait en temps réel sur les réseaux sociaux et on propose aux clubs des créas pour pouvoir commencer à teaser leur communauté avant le reveal. Donc là, c'est un exemple, on va dire, d'activation conjointe. Et après, je pense que la dernière initiative, pour le coup, qui est très transverse et qui fait beaucoup de sens, puisque c'est une activité sur laquelle la LFP a été assez avant-gardiste. On n'a pas été en avance, surtout sur le digital, mais là-dessus, on l'a été, c'est le e-sport, où on a lancé notre compétition virtuelle il y a déjà plusieurs années, la e-Ligue 1.
Et là, pour le coup, on implique les clubs pour la promotion des différentes étapes. Hier, on a fait un communiqué de presse pour expliquer le nouveau format d'e-Ligue 1 cette saison, où il y aura une compétition professionnelle, une compétition amateur. Donc, du coup, là, on implique les clubs puisqu'ils vont relayer la communication à leur fanbase. C'est un peu comme ça que s'organisent les axes de communication entre la Ligue et les clubs. Et je rajouterais juste un point aussi qui est important et qui est à l'initiative de la Ligue, c'est le partage entre les clubs. Oui, Ça, c'est vrai. aussi un moyen de connaître aussi ce que font les autres clubs, puisque 2, 3 fois par an, tous les clubs se regroupent pour échanger sur leurs problématiques data, CRM, digital. Et donc, ça permet effectivement d'avoir déjà une relation avec la Ligue et puis de pouvoir partager tous les points importants entre les clubs sans pour autant se copier les uns les autres, mais en tout cas qu'il y ait un retour d'expérience. Et aussi, ça peut permettre à des clubs peut-être moins avancés de pouvoir s'appuyer sur des clubs plus avancés. Et à l'inverse, il y a toujours des bonnes idées à prendre sur des clubs qui sont moins avancés sur ces sujets-là, mais qui peuvent très bien s'appliquer à des clubs comme le nôtre. Et ça marche pas mal aussi sur les outils. Donc ça, c'est une discussion qui pourrait plaire à Marc, mais typiquement, c'est pendant ce genre de réunion où tel club va dire, moi, on est à peu près avancé, enfin, on est dans un projet de refonte où on essaye je sais pas, de faire une nouvelle application mobile, on veut refondre notre CRM. Donc c'est à ce moment-là que les clubs partagent et disent, moi, je travaille avec Actito, moi, je travaille avec tel outil. Et généralement, dans le choix des outils, c'est souvent compliqué parce qu'il y a beaucoup de solutions disponibles sur le marché, mais souvent la validation d'un pair dans un club reste finalement la meilleure recommandation. Donc, je remercie Brice par avance. Ok, merci à vous pour ces réponses-là. On va partir sur une autre thématique pour un peu essayer d'ouvrir nos chakras sur la dernière demi-heure qui nous reste. Donc, comme vous le savez tous, on vit dans un monde où les consommateurs sont à notre plus grand désarroi par les actions des marques, que ce soit un club, une association, une ligue, etc. Mais donc, ça nous pousse en contrepartie à faire preuve de beaucoup plus de créativité. Et moi, ma question pour vous à ce sujet-là, c'est où est-ce que vous cherchez votre inspiration pour concevoir des activations innovantes? Peut-être Marc, en tant que de prestataire de service justement sur le domaine de l'activation, tu peux essayer de nous donner ton point de vue sur comment est-ce que Actito aborde cette problématique de l'innovation et de Alors, c'est vrai que les consommateurs sont un peu plus sceptiques et toujours un peu plus prudents par rapport aux marques. Bon, après, la relation entre un fan et son équipe préférée est quand même d'une autre nature que la relation entre moi en tant que consommateur et mon épicerie de quartier. Donc, de ce point de vue-là, le sport génère énormément d'engouement et d'empathie, ce qu'aimeraient bien avoir les enseignes de distribution classiques. Donc, il y a plutôt un avantage du côté du sport. Et l'autre point, c'est que l'engagement, il est très lié aussi de plus en plus à des figures de proue, à des ambassadeurs, des influenceurs, des gens qui vont porter finalement, qui vont incarner, qui vont individualiser la relation entre le club, l'association et sa fanbase. C'est pour ça que de plus en plus, c'est vraiment le joueur, les joueurs stars qui sont mis en avant et qui symbolisent à un instant T une relation qui passe d'une relation marque-individu à une relation d'individu à un autre individu. Donc, de ce point de vue-là, on est très inspiré aussi par les succès foudroyants de certaines marques qu'on appelle des digital native vertical brands qui ont des stratégies marketing d'activation qui sont très focalisées sur des figures de proue comme ça, des influenceurs qui, sans être forcément des gens avec une grande notoriété médiatique, mais sur leur créneau sont extrêmement suivis, ont une base de followers très importante et qui du coup peuvent être des vecteurs de communication très, très forts pour les marques et qu'il faut savoir exploiter ensuite sur tous les leviers et notamment un levier CRM. Donc,
la personnification et l'individualisation des messages que l'on envoie à ces fanbases est extrêmement importante, parce que de plus en plus, c'est ce que les gens attendent, c'est de la relation vraie, individuelle, sincère. Merci beaucoup. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marc, pour poser une question à Brice. En tant que responsable CRM à la SSE, jusqu'à quel niveau de granularité vous êtes capable de personnaliser vos messages à vos audiences? Aujourd'hui, on peut aller très très loin. À l'individu près, on peut vraiment personnaliser notre discours, en tout cas sur tout ce qui va être email, SMS, push. On va quand même arriver à des notions de ciblage qui sont hyper intéressantes, que ce soit par rapport à l'achat du client, que ce soit par rapport à son profil, que ce soit par rapport à ses habitudes de consommation de contenu. Voilà, on essaye d'adapter vraiment notre message en fonction de la personne avec laquelle on communique. Et je pense qu'on va aller vers ces sujets d'ultra personnalisation. Le plus dur aujourd'hui, c'est de maîtriser tous les canaux, parce que bah, on ne sait pas si la personne elle a vu déjà le message sur nos réseaux sociaux. Est-ce que derrière elle a bien lu ce mail? C'est là où c'est le plus compliqué aujourd'hui pour nous, c'est de vraiment maîtriser tous les canaux pour pas qu'on soit trop intrusif, mais qu'on ne loupe personne aussi par rapport à nos communications. Donc, nous, par rapport à ça, on a un vrai travail sur la maîtrise des canaux et de savoir vraiment si le canal a été utilisé ou pas par notre supporter. Ok, merci beaucoup. Du coup, j'enchaîne une question pour Christophe. Comment arrivez-vous à la LFP à mesurer l'efficacité Je suis des désolé, ça activations a coupé digitales ta que vous question, mettez j'ai en pas eu toute place? la question. Pardon. Je disais, comment est-ce qu'à la LFP, vous arrivez à mesurer l'efficacité des activations digitales? Bah, déjà, on a des outils. Après, nous, je pense que C'est déjà bien. oui, c'est déjà bien. On a des outils, puis on a des gens qui réfléchissent, c'est déjà bien aussi. Mais je pense que par rapport à un club où il y a une vraie logique on va dire, de traquer euh, le digital comme apport de nouveaux revenus, il y a une vraie logique de chiffre d'affaires. Nous, aujourd'hui, on est à un niveau, enfin, on est mature sur un niveau audience, engagement et recrutement. Donc, c'est un niveau encore assez basique. On n'a pas accéléré à la vitesse à laquelle on voulait. Mais voilà, on se fixe des objectifs ambitieux en termes d'audience, de reach. On veut toucher beaucoup de monde, on veut que nos compétitions soient visibles. On veut collecter de la data et on veut aussi accélérer fortement l'audience sur nos plateformes propres qui sont les sites web et l'appli. Donc là-dessus, nous, on a plein d'outils. On a Google Analytics, on a Social Bakers pour les réseaux sociaux, on a Radarly pour la tonalité des conversations sur les réseaux sociaux. Après, bon, moi, je suis pas dans le quotidien de l'équipe, donc je sais qu'ils utilisent d'autres outils. Et ensuite, c'est un peu compliqué dans le foot parce qu'il y a une journée de championnat tous les week-ends, donc une journée en remplace une autre, un contenu en remplace un autre. Mais c'est aussi de forcer l'équipe à prendre un temps de réflexion tous les mois pour se poser sur les chiffres, regarder ce qui a marché, enfin ce qui a bien marché, pas marché, remettre en question la grille de contenu, ce qu'on essaye de faire tous les 6 mois sur le contenu chaud, le contenu froid et la vidéo. On essaye de changer ce qui marche pas. Mais ça demande, voilà, on n'est pas une organisation qui est 100% data. On n'est pas un pur player digital, donc il y a encore comment dire, une éducation à faire pour faire comprendre l'importance de la data et surtout l'importance du temps à prendre pour l'analyser. Mais en tout cas, la première étape qui est respectée, c'est qu'on est équipé, on a des outils et on a des gens qui savent à peu près manier cette donnée. Voilà. De côté club, c'est un peu le même schéma. On n'est pas forcément, on n'est pas voilà, nos niveaux ressources en interne, etc. C'est pas forcément des éléments qui sont très matures chez nous, mais effectivement, on a quand même des outils qui nous permettent de mesurer certaines choses. On parlait d'engagement, on peut parler de taux d'ouverture de nos communications, d'audience, etc. Ça, c'est des choses qu'on arrive à, 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 à avoir chez nous via des différents outils, mais c'est vrai qu'on n'est sans doute pas organisé
pour vraiment pour vraiment profiter de ces données et pour appliquer certaines choses chez nous qui sont en lien avec ces données-là. Et puis, on a une notion qui est un peu compliquée dans un club de foot, c'est la notion du résultat sportif. Et parfois, un contenu va être très consommé parce qu'on a gagné la veille. On peut poster ce même contenu un soir de défaite et il n'est pas consommé. Donc, on a du mal parfois aussi à se dire est-ce que ce contenu ou est-ce que cette activation, elle est réussie ou non, parce qu'on a, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est le résultat sur le terrain et ce qui se passe au niveau sportif. Et ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse passer outre par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, c'est une segmentation intéressante à faire. Pardon ? Je disais, c'est une segmentation intéressante à faire parmi tes supporters. Tu as les supporters, quoi qu'il arrive, qui vont consommer tes contenus, même quand tu es un soir de défaite. Et puis, tu as les supporters un peu plus opportunistes qui viennent quand tu gagnes, mais qui se détournent quand tu perds. Et du coup, avoir une action spécifique vers tes hardcore, quoi qu'il arrive, c'est vraiment là ton noyau dur. Et c'est cela qu'il faut choyer et, comme disait Christophe, leur fournir du contenu premium en accès privilégié, parce que c'est eux qui seront là dans les moments difficiles et tu en as besoin, parce que tu n'auras pas que des moments faciles, évidemment. Après, sur ce point, j'ai une anecdote rigolote. Enfin, j'espère qu'elle est rigolote. Pendant nos séminaires, justement, dont parlait Brice un peu plus tôt, digitaux, où on fait intervenir les clubs, je vais citer Yann de l'AS Monaco. Donc, j'espère que s'il m'écoute, il m'autorise à raconter cette anecdote. Mais il me racontait que l'AS Monaco, la particularité, c'est qu'en 2016-2017, ils ont une saison sportive hallucinante, où ils sont champions, ils vont en demi-finale de Ligue des Champions. Et l'année d'après, c'est catastrophe. Mais catastrophe de catastrophe, ils sont à la limite de la relégation. Et en fait, l'anecdote amusante, c'est que l'AS Monaco, ça faisait quelques années qu'ils commençaient à travailler sur la professionnalisation de leur CRM. Donc, c'est fusionner leur base de données, essayer d'envoyer le bon message à la bonne personne, repérer les appétents, repérer ceux qui ont déjà acheté, ceux qui n'ont pas acheté. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait vendu plus de maillots l'année où l'AS Monaco avait été désastreux sur le plan sportif que l'année où ils avaient fait un parcours où ils avaient battu le PSG en championnat et où ils avaient été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Et la conclusion qu'on avait eue de cette petite anecdote, c'est de se dire que le sportif est prépondérant dans tout ce qui peut se passer dans un club. Ça va effectivement changer beaucoup de choses. Les relations entre les supporters, la partie business, la partie hospitalité, la partie affluence au stade, beaucoup de choses. Mais si les clubs ont pris le temps de s'équiper et de bien travailler, ils minimisent la casse, voire en l'occurrence, donc là, il y avait quand même un effet de temporalité où ils s'étaient équipés. Donc forcément, la première année, ils ont été, je pense, bons avec leur outil. Mais c'est aussi de s'équiper, d'être beaucoup plus intelligent d'un point de vue business pour pouvoir essayer d'amortir au maximum les moments où le sportif est en difficulté. Voilà, fin de l'anecdote. Belle anecdote, oui. Avant d'enchaîner, moi j'avais une question en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Christophe, une question pour Brice. En tant que club, en tant qu'entité sportive, club ASSE, et toi plus personnellement comme CRM manager, comment est-ce que dans les activations que tu crées, tu arrives à trouver l'équilibre entre, on va dire d'un côté, les impératifs business du club et de cette entreprise qu'est la SSE, et comment est-ce que tu arrives à répondre on va dire, aux besoins émotionnels du fan? Il faut trouver le bon équilibre. Après, qui dit fan ne dit pas forcément client dans un club. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien consommer du contenu à Saint-Etienne, mais ne jamais être client, ne jamais venir au stade, ne jamais acheter de produits. Mais par contre, il suit au quotidien le club. Donc on a un peu cette particularité. Donc ces gens-là, faut aussi leur apporter, comme tu dis, de l'émotion, du contenu et des messages du club. Et puis ensuite, après, sur la partie business, il faut trouver un bon compromis. On ne va pas mettre un maillot
tout simple, détouré sur fond blanc. On va essayer de l'amener avec un joueur, avec un contexte qui fait que le supporter, oui, derrière, il va acheter un maillot, mais il faut que ça reste quand même un message club, un message en lien avec notre activité. On n'est pas non plus, on doit continuer d'apporter quelque chose d'émotionnel, effectivement, et ça passe forcément par nos assets et par nos joueurs. Ça ne peut pas être qu'un simple shop e-commerce comme basique. On se doit d'apporter cette dimension sport et émotion. Ok, d'accord, merci beaucoup. Du coup, dernière question avant de prendre les questions de l'audience, et il y en a pas mal. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés d'avoir soumis leurs questions dans le chat. Quel est, selon vous, le futur des activations digitales dans le sport et vers quel type d'activation on se tourne? Je commence. Pour notre boule de cristal. Toi, Ouais. d'un point de vue, vas-y Marc, commence. Moi, je dirais que le digital va permettre à tout type d'organisation liée au sport d'engager une audience et parfois de trouver une audience bien au-delà de ce où elle pouvait espérer initialement. C'est pas réservé aux gros clubs, c'est pas réservé aux boîtes qui ont des gros moyens. Et je dirais même au contraire, moi, ce qui me frappe le plus, c'est de voir des dispositifs d'activation très malins qui sont mis en place avec finalement des budgets assez limités, mais quand ils sont bien faits, qui génèrent un retour immédiat et non seulement un retour business, mais qui crée aussi ce lien émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. On est tous, on voit tous des exemples comme ça où il y a par exemple, moi j'ai un exemple récent où c'est des coachs sportifs qui cherchaient à reprendre le contact avec leurs clients qu'ils ne pouvaient plus voir en physique et qui se sont mis à faire une série de vidéos, mais super bien amenées, avec un peu comme les séries télévisées, avec un peu de suspense, avec à chaque fois, à la fin de l'épisode, un tips qui va être révélé, mais il faut attendre l'épisode suivant et il y a un rendez-vous qui est pris et puis il y a des lives qui sont organisés. Et là, on rentre dans une relation digitale, mais qui est profondément humaine et qui joue sur toutes les fibres. Et ils savent, et quand c'est bien fait, tu sais ensuite rajouter une fibre, une dimension business là-dessus, où tu vas vendre des choses, mais tu vas toujours les vendre avec un côté euh, petit, même si en fait tu t'adresses à une très, très large audience. Donc tu as l'impression que tu t'adresses à quelques personnes. Et donc quand toi tu reçois le message, tu as l'impression que c'est quasiment un message qui t'est adressé à titre personnel, alors qu'en fait il est adressé à des milliers de gens. Mais sur la façon dont c'est réalisé, tu peux créer ce lien très individuel. C'est ce que disait Brice tout à l'heure. Avec toutes les informations dont tu disposes sur les gens, ben, finalement, tu peux arriver à donner l'impression que tu t'adresses à chaque personne individuellement et que tu l'emmènes dans une histoire et qu'à chaque étape, tu vas lui apporter quelque chose de nouveau et tu vas le maintenir en éveil tout au long de sa découverte de ce que tu as à lui proposer. Et c'est ça que j'adore dans les dispositifs les plus marquants d'activation digitale, c'est ce côté mixer un peu toutes les sources d'inspiration, le côté un peu série et le transposer dans le sport et amener le contact au niveau le plus fin possible en exploitant toutes les données dont tu disposes sur chaque individu pour lui transmettre un message ultra personnalisé et sur tous les canaux et en exploitant un peu l'omniscience que tu as maintenant à travers les outils de communiquer sur le mobile par des push, par des SMS, par des emails, sur l'application, sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes et d'être à chaque fois, et c'est là où ça devient hyper compliqué, cohérent dans les messages que tu véhicules. Parce que effectivement, plus tu multiplies les supports et les plateformes, plus la cohérence de tes communications va être difficile à garder. Ouais.
Merci beaucoup, Marc, pour ton point de vue très, très, très complet. Effectivement, il y a pas mal d'enjeux et de travail, de réflexion à mener pour créer ces histoires. On va des programmes, des programmes relationnels, on va dire, avec les fans. Est-ce que Christophe ou Brice, vous avez un point de vue là-dessus en 5 minutes avant de passer aux questions de l'audience? Moi, je dirais que, enfin, on en a beaucoup parlé pendant cette table ronde, mais que la data soit au centre de tout, collecter sa propre data, la travailler, segmenter et créer toute une intelligence derrière, ça vaut pour des clubs de foot, ça vaut pour n'importe quelle organisation. En plus, d'un point de vue très métier, dans le digital, il y a quand même un événement qui va nous impacter en 2022, c'est qu'il y a quand même la disparition des cookies tiers. Donc, ce qui fait que les campagnes d'achat média seront un petit peu différentes. On aura moins de visibilité, moins de connaissances. Donc, je pense que ça renforce la nécessité de favoriser un environnement logué ou de favoriser sa propre data. C'est pas vraiment lié à de l'activation digitale à proprement parler, mais ensuite, moi, il y a deux tendances qu'il faut suivre parce qu'elles sont très marquantes sur la façon de communiquer. Déjà, c'est le live et l'interactivité. Une plateforme comme Twitch, c'est un espèce d'ovni qui a débarqué juste pour des gamers et on se rend compte que c'est en train de prendre une place très importante dans notre mode de broadcasting. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à suivre les comptes de Samuel Etienne, qui est un présentateur de télé très classique qui a découvert Twitch l'été dernier parce qu'il a fait un événement e-sport. Et depuis, il est à fond, il est sur sa chaîne Twitch et il découvre les possibilités de Twitch en termes d'interactivité avec son audience qui n'existe pas du tout sur la télé traditionnelle. Donc, il y a quand même un shift qui se fait en termes de live entre présentateur et audience. Donc, le live change un peu d'ADN avec ça. Et le dernier point, évidemment, on en a parlé rapidement, mais c'est l'influence. Euh, c'est toujours quelque chose qui est difficile à envisager, à cadrer, mais quand on voit le poids que prennent des influenceurs, ils deviennent plus suivis, plus importants, plus engageants que, on va dire, des personnalités traditionnelles, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, il y a une vraie réflexion à savoir comment activer l'influence, micro-influence, comment ça sert les objectifs business. Donc, ça, c'est aussi un très, très gros point à prendre en compte dans les prochaines années, enfin, voire dès maintenant. Moi, de mon côté, je vais rajouter un petit point pour compléter. Et je vois que dans les questions, on en parle un peu, c'est la partie gamification, puisque je pense que ça va être aussi un point important dans le futur. Aujourd'hui, on y réfléchit, nous, en tant que club, à plusieurs niveaux. Par rapport à la fidélisation de nos clients, c'est essayer d'apporter une dimension autre que la simple transaction qui permet de gagner des points. C'est comment c'est les gens qui nous suivent quand ils consomment un contenu, quand ils likent un post, quand ils se géolocalisent au stade. C'est comment on peut les récompenser aussi. Et ça va faire partie, je pense, des enjeux de demain pour un club, c'est d'apporter cette dimension gamification. Et puis forcément, il y a la partie e-sport qui voilà, va sans doute aussi jouer un rôle dans les clubs. On en voit de plus en plus, on voit de plus en plus de structures parmi les clubs. Nous, on a lancé des petits tournois FIFA. Voilà, on en a profité sur cette fin d'année 2020. Je pense qu'on va rééditer l'expérience. Et puis, il y a le projet de la Ligue aussi qui va venir soutenir ce sujet e-sport. Donc voilà, ça va être des sujets entre la gamification et l'e-sport qui vont être importants dans les clubs, en tout cas chez nous, je pense à l'avenir. Ok, merci beaucoup pour ce partage et vos réflexions là-dessus. On va enchaîner du coup avec les questions de l'audience. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, ça veut dire que le sujet les a intéressés. Donc, Il y a des bonnes questions en plus. S'il y a des bonnes questions, ça veut dire que c'était pour vos intéressant. questions, merci aux intervenants d'avoir partagé leur point de vue. Première question que je prends, donc c'est plutôt pour Brice et Christophe, je pense. En termes de données, avez-vous des chiffres concernant la diminution ou non de l'engagement par fan en termes de reach, de viralité, de taux de clic, etc. Est-ce que vous voyez une différence entre la période avant Covid et la période actuelle où on est dans le COVID, en plein Covid? Alors moi, je peux répondre sur la partie compétition. Je me souviens juste avant de partir, enfin le vendredi avant le confinement, on s'est dit on va tous être confinés, donc
On avait fait une espèce de war room avec toute l'équipe digitale, savoir, bon, allez, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va tous être en télétravail, quels vont être les objectifs, comment on va s'organiser? Et à l'époque, on s'était fixé un objectif, c'est d'essayer de garder au moins un internaute sur 5. C'est-à-dire que voilà, on voulait garder 20 à 25% de l'audience. Et au final, c'était à peu près ce qui s'est passé pendant le confinement. On a gardé 20% de l'audience. Donc, il y a 20% de l'audience qui restait connectée sur tous nos jeux concours, sur la partie sport, sur les contenus froids qu'on envoyait. Donc, mais c'était à un prix où on postait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, on a péniblement sauvé un internaute sur 5. Et après, sur les tendances de reprise, quand les championnats ont repris, on a une audience aujourd'hui qui est entre 20 à 25% inférieure à l'année dernière. Donc, on a, entre guillemets, pas récupéré tout le monde. Nous, il y a un facteur un peu biaisant aussi, c'est qu'on a changé de plateforme au début de la saison. On avait fait complètement évoluer nos sites web. Donc, il y a aussi un historique à reprendre. Mais voilà, si je devais résumer, c'était à peu près, surtout pendant cette phase Covid qui était problématique, on a gardé un fan engagé sur 5. Et Ouais, je me rends compte. par rapport à nous, non, Pardon, Brice. non, je disais par rapport à nous, on voit pas forcément, on a une petite baisse de trafic côté site officiel et contenu. Par contre, c'est vrai que ça nous a permis aussi de développer pas mal la partie e-commerce. Et par contre, pour le coup, on a des mesures d'audience qui sont à plus 20, plus 30% par rapport à ce qu'on pouvait faire l'année dernière. Donc c'est vrai que le e-shop a pris un peu le dessus. C'est là-dessus qu'on a vu une vraie différence. Après, sur les taux d'engagement, j'ai pas l'impression, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense pas, j'ai pas l'impression que c'est énormément baissé sur cette période. Justement, on a essayé de mettre en place des activations qui nous permettent soit de générer du trafic, soit de l'engagement pendant cette période. Et je suis pas certain qu'on ait énormément perdu sur cette période-là. D'accord. Bon. Bravo à vous d'ailleurs de ne pas avoir réussi à perdre beaucoup d'audience là-dessus. Tu parlais, Brice, au tout début de la table ronde de contenu premium. Et du coup, on a une question du public pour savoir ce que c'est et qu'entends-tu par un contenu premium. Est-ce que tu peux donner une courte définition de ce que c'est? Nous, le contenu premium, c'est le contenu payant, ou en tout cas qui nécessite soit un abonnement, soit une carte membre, soit un compte chez nous. C'est ce qu'on appelle contenu premium. Et donc, c'était dans ce cadre-là qu'on a lancé notre chaîne OTT, donc où on met du contenu vraiment inside avec des sujets qui durent 20-30 minutes sur le club, sur ce qui se passe dans le groupe pro, chez les féminines, chez les masculines, à l'académie, etc. C'est un service aussi qu'on offre à une partie de nos abonnés voilà, ça permet de rajouter un petit service en plus et de leur permettre, en dehors des matchs, d'accéder à un contenu un peu différent de ce qu'ils pouvaient trouver avant sur les réseaux sociaux en gratuit. Ok, merci, très clair. Du coup, par rapport à ça, autre question sur les contenus premium. Est-ce que tu as un retour sur l'adoption de ces contenus premium? Si tu peux nous livrer tous les chiffres. Le chiffre d'affaires, oui, le Je chiffre les ai d'affaires. je les ai pas en tête, mais déjà il y a une partie, comme je disais, qui est offerte à certaines populations chez nous, donc qui a été adoptée au final par la moitié de nos abonnés, en gros. Et puis après, sur vraiment les gens qui sont engagés, qui ont acheté du contenu chez nous, je dirais que c'est à peu près 10% de notre base de données. Ok. Une autre question, cette fois-ci je vais adresser à Marc. Est-ce que tu aurais des exemples d'intégration de gamification dans les programmes d'activation sur lesquels vous avez déjà travaillé chez Apple? La gamification, elle est au cœur de l'activité, de l'essence même du club et du sport. Hein. Donc, je dirais qu'elle est partout. Et rajouter de la gamification sur des activités comme celle des clubs, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est
c'est aller à fond sur des sujets comme le e-sport, par exemple. Et comme le disait Christophe, c'est profiter de toutes les occasions pour faire des petits jeux, des jeux concours, des quiz. En fait, c'est ça qu'on appelle la gamification, hein, essentiellement, c'est transformer chaque interaction en une occasion de faire un petit jeu. Donc là, il y a évidemment des solutions et des petits outils qui sont très utiles pour faire ça très vite, facilement. Je pense à un outil comme Qualifio, qui est un partenaire Actito, par exemple, qui permet de créer à la volée auprès de non-initiés des dizaines de quiz. Donc, à chaque fois que vous avez une news, vous pouvez rajouter un quiz et vous pouvez même avoir des mécanismes dans les emails où le résultat des quiz se met à jour en temps réel. Donc, ça, c'est typiquement une tendance qu'on voit, c'est l'utilisation de la mise à jour en live du contenu même des emails en fonction de ce qui se passe. Donc, typiquement, ça peut être le résultat du quiz, mais ça peut être aussi, quand on est devant son match, c'est le résultat du match qui se met à jour dans le corps de l'email en temps réel. Donc, tout ça contribue à rendre l'interaction dynamique et donc d'aller dans le sens de ce que veulent les internautes, c'est-à-dire de plus en plus de participation gamifiée. Ok, merci beaucoup. Avant-dernière question pour Christophe. On a une question sur la 5G. Est-ce qu'il y a une attente particulière de la 5G dans les stades, notamment en vue d'activation digitale innovante? Quel est le point de vue de la LFP là-dessus? Je ne sais pas si j'étais la bonne personne pour répondre à cette question. Moi, j'y Question piège. vois, question piège. Non, moi, j'y vois. Je pense que la 5G, elle a un rôle à jouer dans la connectivité en match day. Donc aujourd'hui, bon, c'est compliqué puisque nos stades sont vides, mais maintenant, il y a toute une gamme de services, toute une connectivité qui s'est installée dans les stades pour pouvoir encourager à petit 1 consommer du contenu et consommer du merchandising, consommer de la restauration dans les stades. Il y a aussi maintenant des applications type Vogo où vous pouvez revoir certaines actions au sein d'une application dans le stade. Donc moi, j'y vois évidemment un accélérateur. C'est que avec la 5G va permettre certains usages il y a maintenant de nombreuses années, on se retrouvait dans des stades où on voulait envoyer la moindre photo, ça marchait pas. On faisait un post Insta, il se chargeait quand on sortait du stade. Maintenant, ça s'est terminé. On a quand même des stades qui sont beaucoup mieux connectés. Donc avec la 5G, j'y vois une opportunité d'amplifier et de connecter beaucoup plus de services qu'auparavant. Oui, puis il y a tous les objets connectés. On pense aux maillots, aux écharpes connectées. Hein, c'est des choses qui commencent à arriver et qui vont permettre d'identifier immédiatement l'arrivée au stade et de faire des propositions qui sont basées sur le bon moment, le bon endroit. Et ça, effectivement, c'est la 5G qui va le permettre. Alors après, on peut débattre d'un point de vue philosophique, est-ce que c'est bon ou pas bon, mais en tout cas, d'un point de vue marketing, c'est vrai que ça ouvre des perspectives super excitantes. Et juste pour conclure là-dessus, c'est nous, en tant que club, notamment à Saint-Etienne, on n'est pas propriétaire de notre stade et c'est une opportunité pour nous de s'affranchir des installations Wi-Fi, fibre et autres du stade et ce que peut nous mettre à disposition la ville. Ça, c'est une vraie opportunité, je pense, de notre côté. Et comme tu dis, Marc, après, on peut philosopher sur le sujet, mais en tout cas, sur ce point de vue technologique, ça peut être quelque chose d'important pour nous, clubs qui ne sommes pas propriétaires de notre stade. Ok, merci beaucoup. Messieurs, il est 15h. Super timing. On a tenu le Ouais, timing. t'as été bon, Je t'as vous été très remercie bon. pour votre participation, pour cet échange. Merci. C'était la première fois, donc j'étais tendu par le Ça a été chronomètre. super. Je vous remercie pour ces échanges. J'espère que ça a plu à tout le monde. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end. Merci à tous. Merci à Merci à Au revoir. tous. Bon après-midi.